Beaucoup d'amateurs de basket français se sont réveillés avec de nombreuses étoiles dans les yeux. Au pays de l'oncle Sam, les Bleus se sont imposés. Et on va voir dans cette vidéo, bien sûr, ce que les Français vont apporter dans cette ligue grâce à la draft. Mais on parlera aussi des joueurs qui ont marqué cette édition 2024. Mais avant tout, dans la famille James Leroy, après le père, le fils. Il aura marqué l'actualité, les prévisions et le déroulement de cette draft 2024 pour la première fois depuis, je crois, la création de la draft. Un 55e choix a fait énormément parler. Bronny James, c'est le surnom de LeBron James Jr., va pouvoir être drafté par les Lakers de son papa. Et donc évidemment ça fait énormément parler. Le fils du King est-il un prince ou est-il amené à être un simple role player, voire quelqu'un qui ne jouera quasiment pas en NBA? C'est tout un débat, il y a toute une question là-dessus, beaucoup d'interrogations. Ce jeune homme, eh bien, c'était son rêve d'être en NBA. LeBron James, il a presque fini le jeu, il a encore quelques années devant lui, mais franchement, il va pouvoir continuer, je pense, à repousser les limites des records. Jouer avec son fils, ça n'avait pas été fait, ça sera une belle ligne sur son CV, mais aussi peut-être une transmission de flambeau. En tout cas, Rich Paul, l'agent de LeBron James, a apparemment contacté les équipes pour leur mettre la pression et ne pas drafter Bronny avant les Lakers, auquel cas il l'aurait peut-être envoyé en Australie. C'est donc le scénario imaginé. La fin de second tour, donc en général, c'est pas vraiment des joueurs qui retiennent l'attention et qui sont importants dans une équipe. Alors, on aura le temps de discuter après de l'effectif des Lakers, de l'arrivée de ce joueur, est-ce qu'il va pouvoir apporter quelque chose ou est-ce que ça va être un boulet médiatique, tellement évidemment il y a une ampleur de cette nouvelle autour de LeBron James. Bon, on est à Los Angeles, on est à Hollywood, donc on adore les histoires, notamment qui font rêver avec des stars, des paillettes, des rebondissements. Moi je pense à quelque chose, c'est ce jeune qui a eu des problèmes cardiaques il y a quelques mois, qui a été déclaré apte par les médecins lors du NBA Draft Combine, donc où on mesure les joueurs, on fait attention à leur état de santé. Il est déclaré apte, il est drafté. Il va disputer quelques rencontres dans la même équipe que son père. On se fait les kiffs qu'on peut quand on est milliardaire, quand on est basketteur. Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais les vrais rois de la soirée, c'était les Français. Donc on va revenir sur la draft en numéro 1 de Zaccharie Risacher qui a cartonné cette saison à la JL Bourg. Je vous en ai parlé dans la preview de cette draft. Et là, il était accueilli à bras ouverts par les Hawks. D'ailleurs, les joueurs sont tout de suite aller rejoindre leur équipe avec la traditionnelle photo avant de leur casquette, de leur nouveau maillot. Moi je ressens beaucoup de plaisir, déjà parce que je regarde le basket depuis 1992, donc si je remonte en arrière rapidement, Tariq Abdul-Wahad, on l'a attendu très longtemps, le premier français drafté en NBA, un peu en catimini, au-delà de la 10e place. Là on en est à 3 Français dans le top 6, c'est complètement délirant. Donc comme prévu, Zaccharie Risacher, ensuite Alex Sarr en 2e position chez les Washington Wizards. Je pense que c'est parfait pour lui, il y a peu de concurrence, il va pouvoir vraiment assez vite s'imposer. Et puis moi j'avais vraiment confiance en la capacité de Tidjane Salahin à être tout de suite remarqué par les scouts NBA et donc à être recruté. Il était prévu entre les places 7, 8 jusqu'à 14, 15. Et en fait, c'est en 6 que les Charlotte Hornets ont jeté leur dévolu sur lui. C'est une très bonne nouvelle, même si c'est une équipe qui est quand même une des plus chargées en casserole. En termes de problèmes judiciaires, il y a du lourd autour de lui, donc voilà, je croise les doigts pour qu'il apporte l'énergie positive, l'envie qu'il a de progresser, de bosser, pour que ça se déroule bien pour lui, en tout cas en ce début de carrière. D'ailleurs, il a eu au téléphone
son équipe dirigeante et tout de suite il a eu le discours, je pense qu'il plaît beaucoup aux Américains et qui n'est pas du chiquet, c'est qu'il a dit qu'il allait travailler comme un fou. Il a cité la chanson Eye of the Tiger, donc Tidjane garde l'œil du tigre et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont apprendre à le découvrir. Pour rappel, j'avais fait quelques petites vidéos courtes sur Tidjane Salin et Zachary Rizaché que j'ai eu l'occasion d'aller voir à Rouen. Et là, de voir qu'ils vont être dans la grande ligue, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Donc vraiment, ça va donner du piment à cette nouvelle saison NBA qui arrive, d'autant plus qu'ils vont évoluer sur la côte Est. C'est-à-dire les matchs qui commencent en général à minuit, 1h du matin. Ce qui est mieux en principe pour le sommeil que de se réveiller à 3h pour regarder un match de la côte ouest. Ça c'est un petit détail technique mais qui peut avoir son importance. Sans compter qu'à la fin du premier tour, les New York Knicks sont allés chercher Paco M'Dadié qui évoluait en Allemagne à Ulm. Ça fait un nouveau tricolore sous les couleurs d'une équipe NBA de l'Est. C'est l'occasion pour moi de rappeler qu'il y a eu un transfert très important ce matin de la draft avec Mikal Bridges qui rejoint ses copains de l'université de Villanova et qu'il a évolué lors de son parcours universitaire. Et donc, il a été échangé contre de très nombreux tours de draft. Je trouve un peu trop, mais bon. Quand on a une occasion pareille, pourquoi pas la tenter, prendre des risques. En tout cas, Paco M'Dadié va arriver dans une équipe où on doit défendre fort. Je pense qu'il en est capable, c'est un ailier, hein. Je m'étais un peu trompé lors de la vidéo précédente, c'est plutôt un poste 3. Il peut tout à fait, je pense, apporter son envie, son sens du jeu à une équipe qui en aura besoin. On sait que Tom Thibodeau aime faire beaucoup jouer ses joueurs, mais il y a inévitablement des blessures, des absences dans une saison, donc Paco M'Dadié peut peut-être tirer son épingle du jeu et devenir le chouchou des Knicks, en sachant que précédemment il y a eu Frank Ntilikina qui était drafté assez haut mais qui a dans l'ensemble déçu. Je pense aussi à Fred Weiss de son temps qui n'a jamais mis les pieds au Madison Square Garden en tant que joueur mais qui avait été sélectionné par les Knicks. Bref, Paco M'Dadié est venu conclure cette belle razzia des Français au premier tour. Et puis les Knicks ont sélectionné un autre Français, Melvin Aginsa, mais ils l'ont envoyé, tradé immédiatement à Dallas. Et je trouve que c'est une bonne option pour lui, un 3 shooter audacieux qui défend aussi, qui a des qualités athlétiques. C'est typiquement le genre de profil qu'on aime bien à Dallas. Il y en a eu cette année, il y en a eu les années précédentes. Et pourquoi pas, il fera son trou dans la ligue, à moins qu'il soit un draft and stash. C'est une expression que j'ai apprise seulement lors de cette draft. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un joueur qu'on va sélectionner à la draft, mais qu'on va laisser jouer sa carrière pro, par exemple, en Europe, avant éventuellement de le faire venir. Un exemple typique, c'est Manu Ginobili, qui avant d'être un Hall of Famer, a détruit l'Europe avec son talent, notamment avec Bologne, et après il est allé aux Spurs et faire la carrière de 6e homme magnifique qu'on connaît. Donc c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Melvin Aginsa qui a rejoint aussi la Grande Ligue. Dans la preview, je vous ai parlé aussi d'Armel Traoré qui a signé un two-way contract avec les Los Angeles Lakers. Il va donc parfois probablement se retrouver sur le banc ou surtout en G-League pour se développer et on fera appel à lui si besoin est. Mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour un joueur qui était pressenti au deuxième tour mais sans certitude. Signalons également que le Français Mohamed Diarra, ailier fort, a réalisé de belles performances avec North Carolina State et va pouvoir disputer la Ligue d'été avec les Lakers. C'est beaucoup moins garanti que Traoré qui puisse vraiment percer en NBA, mais c'est une petite porte d'entrée, puis il a juste à prouver sa valeur dans un poste où les Lakers ne sont pas non plus énormément pourvus. Parlons maintenant de quelques joueurs parmi les 60 qui ont été sélectionnés en NBA pour cette année. Je trouve qu'il y a déjà des choses à dire sur le choix des Spurs. Les Spurs, ils avaient la place 4 et la place 8. Donc, ils ont choisi un joueur fort en défense, Stephen Castle, ça leur fera beaucoup de bien. Il est comparé à un grand Jrue Holiday. S'ils arrivent à avoir un grand Jrue Holiday, même dans quelques années, je pense que les Spurs, ils auront gagné leur pari de le choisir en numéro 4. En revanche, ils avaient aussi le pick 8. Et ils ont choisi de drafter Rob Dillingham, qui était pour moi un bon choix, un meneur très talentueux, qui pouvait rendre bien des services, mais ils ont accepté une proposition de Minnesota qui contre des tours de draft dans des années très lointaines, on est au moins en 2030,
vont remporter donc Rob Dillingham pour tout de suite apporter des points de l'agressivité sur les postes extérieurs. On sait que Mike Conley reste performant à son âge, mais il est quand même un petit peu sur le déclin. Ensuite, je voudrais vous parler d'un géant. Non, ce n'est pas Victor Wembanyama. Lui, il s'est occupé simplement dans la soirée de féliciter les Français draftés. Il a appelé aussi Stephen Castle, dont je parlais tout à l'heure. Ce géant a été sélectionné en place numéro 9 par les Memphis Grizzlies. C'est Zach Edey. Zach Edey, il est vraiment surdimensionné, il a dominé le basket NCAA comme peu de joueurs l'ont fait avec sa grande taille. Il a de bonnes mains, de bons fondamentaux, ça reste un pivot assez lourd. Donc il y avait énormément d'interrogations sur sa possible réussite en NBA, mais on savait qu'il allait être choisi. Sans doute pas aussi haut. Mais quand j'ai vu son nom associé à Memphis, associé à Ja Morant, qui est un des meneurs qui a le plus besoin d'espace pour aller attaquer le cercle, je me dis que c'est peut-être un bon choix. Et puis comme chaque année, il y a des joueurs qui étaet attendus assez haut et qui puis décaringolent. Donc là, les joueurs que j'attendais dans le top 10 comme beaucoup de personnes, il y a eu Matas Buzelis, l'américano-lituanien qui a grandi à Chicago. Et tant mieux pour lui, finalement, il a atterri aux Bulls, donc il va pouvoir représenter la ville qu'il a adoptée. Et c'est, je pense, une opération gagnant-gagnant, en sachant que les Bulls, ils ont fait quelques opérations pour modifier leur effectif, en faisant partir Alex Caruso et en faisant venir Josh Giddey pour un jeu, je pense, qui va être basé sur la polyvalence. Lui, il apporte ça. On verra ce qu'il vaut vraiment en NBA. En tout cas, il se juge un peu supérieur à Zachary Zaché. Donc ça sera intéressant de voir leur confrontation dans la conférence Est. Juste après lui, en place numéro 12, on a Nikola Topic, qui lui était attendu également, mais avec une blessure au genou qui a sans doute un peu refroidi les ardeurs des recruteurs qui aiment quand même avoir des garanties sur les joueurs qu'ils vont choisir. Nikola Topic qui arrive au Thunder d'OKC, s'il joue l'an prochain, il va pouvoir apporter ce qu'il n'y a pas forcément dans l'effectif actuellement, c'est-à-dire un meneur assez grand, organisateur, ce qui est déjà effectivement Shai Gilgeous-Alexander, mais qui est plus porté sur l'attaque, qui est la clé de voûte de l'équipe du côté offensif. Là, Topic, tel que je le vois, tel qu'il est décrit, c'est un QI basket assez important, capable de jouer pour lui, de faire jouer les autres. Donc ça peut être intéressant de voir si dans la pépinière d'OKC, avec encore ses nombreux nouveaux jeunes joueurs, il est capable de s'imposer et de montrer que on avait raison de miser sur lui. Et puis en 17e position, les Lakers ont drafté Dalton Knecht, qui est un super shooter rapide, peut-être un des meilleurs de cette QV, et qui correspond pour moi typiquement à ce qui manquait aux Lakers. Un joueur capable de prendre le ballon rapidement, de tirer en catch and shoot et de scorer. C'est intéressant pour étirer le jeu. On sait que LeBron James vieillit, donc il va avoir peut-être plus envie de distribuer à gauche, à droite, et c'est important qu'il y ait des relais sur le terrain parmi les extérieurs. On sait aussi que on a un Anthony Davis qui n'aime pas trop jouer pivot, mais qui est quand même un point d'ancrage dans la raquette. Du coup, s'il ressort des ballons et qu'il y a un petit shooter rookie qui enfile les paniers, ça peut être intéressant. Donc, ça peut être une très bonne pioche pour les Lakers. Et puis pour tout vous dire, je m'étais réveillé pour la draft. J'ai attendu de voir si Bronny James était sélectionné en 17e place, mais après je me suis couché. Un autre constat sur cette draft, c'est évidemment que c'est une draft internationale avec de nombreux joueurs de différentes origines qui vont se mélanger pour jouer ensemble. Ça peut être intéressant de penser à cette option quand on voit le contexte actuel. Donc Tristan da Silva, un joueur d'origine brésilienne et allemande qui va jouer pour le Orlando Magic. On a également Kishon George qui vient de Suisse, donc il va pouvoir marcher dans les pas de Thabo Sefolosha et puis Clint Capela. Et puis ce que j'aime bien dans la draft, c'est qu'elle permet de découvrir de nouveaux joueurs qui, semble-t-il, sont prometteurs. Il y a eu de très bons échos, par exemple sur le pick 14, Bob Carrington des Washington Wizards. Le choix numéro 13 des Kings, Devin Carter, le fils d'Anthony Carter, qui était un meneur, on va dire, correct en NBA. Là, il a l'air d'apporter beaucoup de défense
Et d'ailleurs, Davion Mitchell, l'ancien pitbull défensif des Kings, a été envoyé à Toronto. Je vois également pour les Sixers en 16e position Jared McCain, qui apparemment est une star de TikTok et donc qui est un des joueurs universitaires qui étaient les plus suivis. Il va pouvoir découvrir la grande ville de Philadelphie avec Joel Embiid et Tyrese Maxey. On a également des potentiels intéressants et intrigants, par exemple Ron Holland 2 qui va jouer pour les Detroit Pistons, drafté en 5, un scoreur qui a été développé dans la G-League avec l'équipe Ignite. Donc on verra s'il permet justement d'enflammer un peu cette équipe des Pistons qui est encore dans le flou puisqu'il n'y a pas encore d'entraîneur qui a été nommé à la place de Monsieur Monty Williams qui est reparti avec un petit chèque d'environ 60 millions de dollars. Bah oui, il a fait une année et après ça a été tellement catastrophique que finalement ils n'ont pas voulu continuer avec lui alors que c'est quand même normalement un bon coach. Et j'ai envie de citer également Rich Shepard, le numéro 3, un shooter dont les parents ont été basketteurs et qui a joué pour la même université qu'eux. Il va se retrouver dans le collectif des Rockets, donc parfait lui aussi pour étirer un peu le jeu, pour être servi par Alperen Sengun ou bien le meneur Fred VanVleet. Quant aux Blazers, ils ont choisi Donovan Clingan, un pivot massif qui a été dominant en NCAA aussi parce qu'il a eu 2 titres universitaires consécutifs avec Connecticut. Sa présence intrigue un petit peu quand même dans une raquette qui compte pour l'instant DeAndre Ayton, ancien numéro 1 de draft, un peu déchu quand même depuis son départ de Phoenix, qui a été un peu décevant quand même dans l'ensemble par rapport à son potentiel. Et puis on a aussi Robert Williams qui est sur la touche depuis pas mal de temps à cause de problèmes de blessures, même s'il était très performant avec Boston dans un rôle de pivot, rebondeur, défenseur. Et je vais terminer par une question, d'après vous, qui va être le rookie de l'année prochaine? On a très peu d'indications pour l'instant, évidemment, les effectifs vont forcément changer, il va y avoir des évolutions. Mais j'aime bien cette question parce qu'elle nous incite à nous projeter un petit peu dans ce qu'on sait déjà. Et j'hésiterai entre Alex Sarr, qui va avoir de la place normalement et du temps de jeu pour s'exprimer, être peut-être la 2e ou 3e option offensive de son équipe. Et puis Zaccharie Zaché quand même. Et ça reste un joueur capable de scorer, d'être régulier, d'être dévoué pour l'équipe. Il va falloir qu'il score un certain nombre de points pour être dans cette course en tête, comme il l'a été finalement pour la draft numéro 1. Donc pour moi, c'est mon choix, Zaccharie Zaché. Mais on est face à une QV qui peut être très étonnante, donc excitante. C'est ce qu'on suivra à la rentrée. Et dans les semaines qui viennent, donc on sera à fond sur l'équipe de France, sur les JO. Mais je voulais vraiment vous parler de cette draft 2024 qui va rester, quoi qu'il arrive, dans l'histoire de France et du basket.